Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Oui, hey, ça fait-tu du bien du beau soleil de même? Oui, hein? On aimerait ça pouvoir en profiter, mais il va faire beau encore en fin de semaine aussi. On en profitera à ce moment. Exact. Tommy, on va être obligé d'y croire. Ça fait 2 ministres qui viennent nous dire que notre musée de la Côte-Nord a besoin d'amour. Ben, on n'a pas besoin d'eux autres pour le savoir. Hein. Dès qu'on regarde un peu à certains endroits, même de l'extérieur, on voit que les briques ont commencé à tomber. Donc, on s'imagine également à l'intérieur. Mais là, ça fait du bien quand ils viennent nous dire qu'on a besoin d'amour, mais d'argent, et qu'ils viennent nous en annoncer de l'argent. C'est rare, ça, hein, qu'on dit à quelqu'un « j'ai besoin d'amour » puis je te donne de l'argent, non? C'est un autre dossier. Il n'y a pas juste les ministres qui font ça, hein? Il n'y a pas juste les ministres qui font ça. On va parler, on s'est entretenu ce matin avec Jean-Yves Duclos. C'est lui le ministre qui est venu répéter que notre musée a besoin d'amour. En fait, il est venu confirmer la contribution du fédéral, hein? C'est Pierre Arcan qui avait annoncé 1,5 million pour rénover le musée. Ben, le fédéral va faire sa part. En tout, au total, là, 2,3 millions les travaux au musée. Et puis ça s'en vient à part ça. Il y a déjà là des plans d'architectes qui sont en marche et tout ça. Les contrats vont se donner sans doute au cours de l'été pour des travaux dès septembre. On veut tout finir ça avant la prochaine saison estivale, celle de 2018. Donc, on va se donner un beau musée avec une nouvelle enveloppe extérieure. On en parle, mais on parle aussi du rôle du fédéral, hein, par rapport aux régions avec Jean-Yves Duclos. C'est la première fois depuis que le gouvernement Trudeau est en poste qu'on reçoit un ministre du gouvernement canadien à cette île. Eux autres, ils n'en ont pas de responsable de la Côte-Nord. Ben non. Mais les corridors de communication, ça marche comment d'abord? Ben, ouais, c'est ça. Hein. C'est ce qu'il va essayer de nous expliquer. Ouais. En tout cas, il était ici pour une pluie de subventions. Hein. Hier, il en a annoncé du côté de Bécomo. Ça se poursuit cet après-midi au Cégep, entre autres. Il va annoncer une subvention à l'agence de pêche des Autochtones, des Inuits, là, l'agence AMIC. Donc, entrevue avec Jean-Yves Duclos qu'on a réalisé ce matin. Ça va être diffusé vers 12h30 sur nos ondes. Avant ça, on va recevoir 3 présidentes de syndicats importants. On va faire chaud dans le studio. Oui, au niveau de la fonction publique, on sait que présentement, il y a la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Les principaux dirigeants à travers le Québec là, sont réunis ici chez nous au Centre des congrès. Donc, la présidente nationale Louise Chabot sera avec nous vers 12h15. Janine Hould, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer, sera également avec nous. Donc, tous les enseignants et le personnel de la commission scolaire sont membres de la CSQ. De même que toutes les infirmières de Sept-Îles et Port-Cartier qui sont membres de la CISNEC. Là, la présidente Nathalie Savard sera également avec nous. La CISNEC, c'est le syndicat comment est-ce qu'ils appellent? Les intervenants en santé ou infirmiers, je sais plus trop. Là. Ouais, c'est ça. Il y a 2 I dans l'affaire. CISNEC, c'est les infirmières de l'Est du Québec, dont toutes celles de Sept-Îles et Port-Cartier. On va continuer à parler de culture après l'entrevue avec le ministre Jean-Yves Duclos, Lorraine Dubuc-Johnson et Marie-Claude Guimond de l'Aluminerie Alouette. Madame Johnson, c'est la conseillère municipale à la ville de Sept-Îles qui, depuis tant d'années, s'implique dans les dossiers culturels. Il y a déjà un maire qui l'a appelé notre ministre de la culture. La ministre de la culture, c'est vrai. Ben, c'est pratiquement ça. Hein. Dès qu'on parle de culture, elle est toujours bien impliquée. Ce matin, elle était là en tant que représentante de la ville sur le conseil d'administration du musée régional de la Côte-Nord. Donc, elle est vraiment impliquée dans tout ce qui est culturel et, au conseil municipal de lundi, on a annoncé qu'on renouvelait l'entente culturelle pour une 4e édition, avec comme partenaire ici local l'Aluminerie Alouette. Donc, chacun là, donne un montant et la balance est du ministère de la Culture, le provincial, non pas le local. Et, c'est encourageant pour différentes initiatives culturelles. On le sait, des fois, les artistes fonctionnent pas avec des gros budgets. Ça permet de toucher un peu à tout. Faut proposer des projets, mais on pense pas juste à des peintures et des sculptures. On leur en parlera, mais ça touche beaucoup plus large que ça. On verra là qu'est-ce qui a fait partie de l'entente culturelle de l'an passé et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la prochaine entente culturelle de la ville de Sept-Îles. En tout cas, ça a financé plein d'initiatives au cours des dernières années, cette entente culturelle. On en
en reparle vers 12h40. En fin d'émission, on a une chronique assurance, un sujet très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une petite réclamation? Hein? On se pose toujours la question. Il y a vraiment une réflexion à faire, là. Si on brise son pare-brise d'auto, par exemple, 2 fois par année, on va-tu faire une réclamation de 700 $, de 500 $? Est-ce que ça va finalement nous coûter plus cher d'assurance en bout du compte? C'est vrai. Il y a une réflexion à faire là-dessus. Et Guy Duchesne est un expert dans le domaine. Il est là pour notre chronique assurance sur le sujet à 12h50. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, les employés de syndiqués de la résidence des bâtisseurs voteront la semaine prochaine à la suite du dépôt d'une offre patronale. En fait, il y a une entente de principe. Le comité de négociation du syndicat des métallos recommande d'accepter la proposition de l'employeur. Les 68 travailleuses affiliées aux métallos avaient accordé un mandat de grève à exercer au moment opportun par une proportion de 93,5%. On n'a pas eu besoin de se rendre là. Le litige portait surtout sur les salaires. Hein. Le syndicat dénonçait une rémunération de 12,57 $ pour les serveuses, de 14,44 $ pour les préposés aux bénéficiaires. Bien sûr, à cette étape-ci, le syndicat ne donne pas le contenu de l'entente de principe. On réserve ça pour les syndiqués concernés qui seront réunis en assemblée générale mercredi et jeudi prochain. Le porte-parole syndical Yves-Aimé Boulay a toujours soutenu que les travailleuses qui s'occupent de nos aînés doivent pouvoir vivre décemment et ne pas s'appauvrir par rapport au coût de la vie élevé à cette île. C'est au tour du ministre fédéral Jean-Yves Duclos de distribuer des subventions. Il dit le musée a besoin d'amour et il confirme la participation du fédéral pour les travaux majeurs du musée régional de la Côte-Nord. Donc c'est des subventions. Là, il a annoncé beaucoup de subventions au musée régional, je viens de le dire, à l'agence de pêche autochtone Amic et à l'Institut technologique de maintenance industrielle au cégep de Sept-Îles cet après-midi à 14h30. Avec comme hier, le ministre Duclos a soutenu que son gouvernement investira 41,7 millions de dollars pour améliorer la sécurité dans 34 aéroports régionaux, dont celui de Sept-Îles et de Baie-Comeau. Jean-Yves Duclos a aussi accordé une aide financière de 289 000 $ à la microbrasserie Saint-Pancras, fondée il y a 4 ans. Elle construit une nouvelle usine pour augmenter la production de bières distinctives et représentatives de la Côte-Nord. Il y a le conseiller municipal Jean Masse qui est très déçu de la participation de seulement 3 personnes à une rencontre sur l'embellissement du boulevard L'Or la semaine dernière. Le comité Fièrement Sept-Îles avait invité par lettre 150 dirigeants d'entreprises ayant pignon sur rue sur le boulevard L'Or. Créé en 2013, ce comité milite pour un boulevard plus beau et attrayant. Il encourage les investissements paysagers. Certaines entreprises ont été interpellées directement. La ville de Sept-Îles a fait sa part avec quelques dépenses pour l'embellissement, surtout dans le district de Lens et au centre-ville. Certains investissements sont retardés parce que le ministère des Transports doit reconstruire au cours des prochaines années. Ça tarde quand même. On doit reconstruire le terre-plein et l'emprise du boulevard, qui est aussi, bien sûr, la route 138. Le conseiller Jean Masse, impliqué donc dans le comité Fièrement Sept-Îles, il en est le fondateur, il constate que les améliorations en termes d'embellissement à l'entrée de la ville de Sept-Îles et sur le boulevard L'Or se font lentement, mais quand même, ça se fait graduellement. Un des 6 citoyens de Place McCormick à Port-Cartier forcé de déménager par l'ampleur de l'érosion des berges demande une dérogation au ministère de la Sécurité civile. Robin Boucher croit que sa situation est moins urgente. Il aimerait profiter des conditions proposées jeudi dernier par les autorités civiles pour une relocalisation en temps opportun. La ville de Port-Cartier soutient les citoyens dans cette épreuve. Ils doivent quitter leur propriété et leur environnement en effectuant un choix déchirant entre une allocation de départ ou un déménagement de leur maison. La mairesse Violaine Doyle estime que le ministère de la Sécurité publique est raisonnable dans les circonstances. La direction régionale gère le dossier avec vigilance, constate-t-elle. Violaine Doyle a interpellé cette semaine la députée Lorraine Richard et le ministre Martin Coiteux. Elle demande que le programme du gouvernement pour aider les sinistrés de l'érosion des berges soit bonifié.
Quelques 300 délégués de la CSQ de partout au Québec sont réunis au Centre des congrès de Sept-Îles depuis hier. Dans son discours d'ouverture, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise Chabot, qui sera avec nous dans quelques instants, a d'abord exprimé sa solidarité envers les grévistes de la construction. Ces derniers étaient dans le bâtiment voisin. On partageait le même stationnement hier au niveau du Centre des congrès et où étaient réunis 300 délégués syndicaux de la CSQ et les gens là, des travailleurs de la construction, de l'Alliance syndicale qui était réunie au sous-sol de l'église. Ce matin, il y avait une manifestation également sur le boulevard L'Or. On peut le dire aussi que le conflit affecte le chantier Romaine. Depuis hier, les 1000 travailleurs, ils sont restés sur place là parce que pour plusieurs, c'est du fly-in, fly-out, mais il n'y a pas de travail qui se fait là, ou très peu. Il y a quand même des choses essentielles qui se font. La présidente de la CSQ a souligné le courage des grévistes. Les délégués de la CSQ réunis à Sept-Îles discutent aussi il y a beaucoup de syndicats de la fonction publique, alors on discute de l'élection provinciale et des services publics sous le gouvernement Couillard à l'approche d'une prochaine élection. La CSQ regroupe les infirmières de Port-Cartier-Sept-Îles, la présidente Nathalie Savard sera aussi avec nous et le syndicat de l'enseignement de la région du Fer également. L'aperçu de l'été publié ce matin par Météo Média annonce des conditions différentes d'une région à l'autre au Québec. Pour la Côte-Nord, il faut s'attendre à un été normal, alors que plus au sud, les orages et les pluies torrentielles seront fréquentes. Météo Média remarque que les températures ont déjà tendance à se situer au-dessus de la moyenne pour Sept-Îles et Port-Cartier. On reçoit normalement 288 mm de pluie en juin, juillet et août. Les météorologues anticipent des précipitations sous forme d'averses pour notre région et rarement des pluies prolongées. L'aperçu de Météo Média pour la Côte-Nord annonce une tendance inversée comparativement à l'été dernier. Ainsi, des températures chaudes arrivent plus tôt, mais pourraient nous quitter plus vite en septembre. Et déjà, les activités sportives estivales sont bien amorcées. Tommy, je sais pas si le soccer, le beach volley a commencé cette semaine. Nous, pour la Ligue senior de soccer, on commence ce dimanche. Dimanche pour le soccer. Hier, c'était l'ouverture au club de golf Sainte-Marguerite. Ça a fait une belle journée pour le golf. Jour 2 au club de golf. Hier, une vingtaine de golfeurs ont profité de la journée d'ouverture. Aujourd'hui, c'est l'ouverture aussi de la saison de la pêche au saumon sur la rivière Moisy. Il reste à voir si le saumon a commencé à monter, si la montaison est commencée. Mais c'est la date officielle d'ouverture de la pêche aujourd'hui. La rivière Moisy, on peut le rappeler, risque de vivre des changements importants au niveau de la gestion de la pêche. Actuellement, l'Association de protection de la rivière Moisy gère une ZEC, une zone d'exploitation contrôlée. Il y a aussi 4 pourvoiries privées et un club privé qui opère des activités sportives dans le haut de la rivière. Mais le conseil de Bandinous, Ouachat Macmaliutenam, a annoncé récemment son intention de reprendre le contrôle de la gestion des pêches du saumon sur l'ensemble de la rivière Moisy. Donc, une négociation devrait s'amorcer avec le gouvernement du Québec là-dessus. 2017 pourrait être la dernière avec la formule de gestion actuelle. Voilà, ça complète ces informations régionales. Attitude. Au cours des prochains mois, tu vas avoir le goût d'aller jouer dehors. Et pour ça, Atelier Laforge a ce qu'il te faut. Passe voir le Outlander 450 et 570 2017 à partir de seulement 7594 $, incluant une garantie de 5 ans. Ou le Outlander 6x6, offert en version 650cc de 62 HP. Ça, c'est 18 de plus que son plus proche compétiteur. Ou encore la version 1000cc de 82 HP. Et le tout nouveau côte-à-côte Can-Am Defender 2017, offert en version 500, 800 et 1000cc qui vous est offert avec 2 ans de garantie plus 1000 $ d'accessoires. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com. Le bar Le Marchal est fier de ses nouveaux 5 à 7. Venez nous rencontrer, plaisir assuré. Jeudi spécial 5 à 7 pour elle. Ouverture officielle le 26 mai prochain à compter de 19h avec des surprises et des prix de présence. Alors, venez en grand nombre au bar Le Marchal du 450 Place du Commerce. Martine et son équipe vous y attendent. Seulement $2 tout l'été. Vous avez soif de quoi? C'est le moment de faire une pause rafraîchissante. C'est l'événement Soif d'été chez McDonald's. Savourez un smoothie aux fruits McCafé fait avec de la purée de vrais fruits, du yogourt et de la glace concassée. Ou encore, un café frappé glacé McCafé qui contient tout le bon goût du café 100% Arabica, fraîchement mélangé avec de la glace concassée. Profitez dès maintenant de l'événement Soif d'été chez McDonald's. Pour une durée limitée dans les restaurants participants. Détail en restaurant. Jusqu'à 13h.
Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. Intervenant. Bonjour. On voit qu'on est beaucoup dans le Tommy, studio, on est hein? une gang en studio, Oh, là. on est une gang. 3 présidentes de syndicats en même temps, tous affiliés à la CSQ. Tu sais qu'il y a quand même un important congrès, ils appellent ça un conseil général. Ça se passe à Sept-Îles, mais il y a des délégués d'un peu partout au Québec, dont la présidente, bien sûr, Louise Chabot, qui est avec nous. Bonjour, Madame Chabot. Bonjour. Bienvenue à Sept-Îles. On vous voit plaisir. souvent à Sept-Îles depuis quelques j'aime années, ça, hein? Sept-Îles. C'est parce que vous aimez ça, c'est ça? Surtout avec le soleil aujourd'hui, là. On a des bons syndicats bien présents, puis il y a des... Je pense que concrètement, il y a des luttes à mener aussi dans une région comme ici. Et dans les régions en général, hein, parce que l'an dernier, ce conseil général, il était en Abitibi. Ça fait que là, Voilà. vous passez d'un extrême à l'autre du Québec. Faudrait pas dire que vous n'allez pas en région, vous autres. Nous, on va en région. On a fait la tournée de toutes les régions dans nos instances. Là, c'est important. 200 000 membres à travers la province. Souvent, les réunions sont au Québec-Montréal. Fait que notre monde des régions, c'est eux qui viennent. Nous, on vient à eux. Puis en même temps, ça nous permet de connaître la réalité, de rencontrer des membres. Et souvent, pour des régions comme la nôtre, les employeurs ou les membres que vous représentez constituent une grande proportion des salariés dans une ville comme ici ou dans des régions éloignées? Dans les services publics, dans des régions comme ici ou la Gaspésie, c'est plus de 20% en termes d'emploi puis en termes de contribution à l'économie d'une région. Ouais. Fait que des services publics forts, puis bien ancrés, c'est important pour une population. D'ailleurs, dans la dernière année, vous n'avez pas perdu de membres. Au contraire, sur la Côte-Nord, je pense qu'avec le syndicat des infirmiers et infirmières, le maraudage, ça a bien marché, hein? Madame Nathalie Savard, bonjour. Bien, effectivement, on est content de notre campagne. On est allé chercher les membres qui étaient affiliés à d'autres organisations et les gens qui étaient déjà avec nous depuis des années ont continué à nous faire confiance. Je pense qu'ils savent qu'on est un syndicat qui se bat, qui défend les conditions de travail, qui défend les réalités aussi de la Côte-Nord, puis qui défend que la population de la Côte-Nord puisse avoir des services de santé encore de proximité et sur toute la région de la Côte-Nord, pas juste à Sept-Îles, Bécomo, mais pour nous, c'est important aussi en Basse-Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, en Haute-Côte-Nord, qu'il y ait encore des services accessibles près des populations. Ouais. J'imagine que Nathalie Savard a entendu les nouvelles la semaine dernière. Il y a l'Assemblée des préfets, là, les élus de la Côte-Nord, les maires qui ont carrément se sont adressés au ministre Barrette. Là, la réforme, elle a fait très mal. Les services de proximité, on est en train de les perdre. Quand c'est le milieu politique qui le dit, non pas le milieu syndical, ça vient vous appuyer finalement à ce que les maires disent. Hein? Effectivement, parce c'est que ce que vous dites depuis 2 ans. Oui, effectivement, ce qu'on a dénoncé même avant que la loi soit faite, en disant, puis ça fait longtemps que sur la Côte-Nord, on veut essayer de nous fusionner. Là, je me rappelle du directeur général, M. Beaumont, qui voulait fusionner Port-Cartier, la base Côte-Nord. On a fusionné administrativement. On n'a pas été capable de réussir. Et là, depuis 2 ans, les maires et la MRC font bien dénoncer ça parce que depuis 2 ans, on est en structurite aiguë. On parle de structure, on essaie d'organiser les affaires. On a vu passer 2 DRH en 2 ans. On n'est pas capable de prendre l'action. Et là, ce qu'on voit, oui, c'est une dégradation des services de santé dans notre région, une dégradation des conditions de travail des gens, parce que là, tout est en train d'éclater. On n'est pas capable de venir. Tu sais, là, ça fait 13 ans que je suis présidente, là. Ça fait 13 ans qu'on parle de pénurie de personnel. Monsieur Fortin, à son arrivée, nous avait dit, on va en parler, on va régler les problèmes. On n'a pas encore eu de réunion parce qu'on essaie de s'organiser dans tous ces fusions-là et les vrais enjeux qu'on doit travailler sur la précarité d'emploi, sur le recrutement de nos membres. Et ça, on n'en discute pas présentement. Oui, c'est gros, le CISNEC, hein, le syndicat. On savait pas si c'était intervenant syndicat des intervenants et intervenantes en santé. Le poursuivez. Le nord-est du Québec. Du nord-est québécois, mais écoutez, ici, sur la Côte-Nord, c'est 1000 membres. Oui, mais vous travaillez avec 3 CIS différents, là, si je comprends bien. Celui de Rimouski, celui de Saguenay. Non, nous, on travaille ici, sur la Côte-Nord, et au Cerf-Toise de la Baie-James, là, au nord du Québec. C'est nos 2 régions, ce que nous sommes, 1250 membres. Puis ici, sur la Côte-Nord, bien maintenant, c'est 1000 membres de Tadoussac en Basse-Côte-Nord. Mais avec la CSQ, là, entre autres, avec d'autres organisations, vous êtes capable de les comparer, les 6, quoi? Est-ce qu'on a une des organisations les plus mal gérées au niveau de la santé pour que les maires prennent la place publique pour le dire en plus des syndicats? Disons qu'écoutez, on a une région qui est particulière, la Côte-Nord. Ça part de Tadoussac, ça va à Basse-Côte-Nord, des réalités complètement différentes.
Ça fait longtemps qu'on le dénonçait, puis on disait on sera pas capable de se structurer là-dedans à cause de cette réalité-là. Tu sais, la Basse-Côte-Nord, faut aller là en avion, là. C'est aussi loin de prendre l'avion Montréal ici que c'est-il aller en Basse-Côte-Nord. Et en Basse-Côte-Nord, c'est 9 réalités différentes. Un centre de santé, des dispensaires. Alors, c'est clair, là, les gestionnaires arrivent avec une réalité, mettons, de A-Saint-Pierre, puis ils essayent d'implanter ça partout. Ça peut pas fonctionner. Et là, il y a des consignes qui descendent du ministère en disant, ben maintenant, le système de la santé, ça va fonctionner partout au Québec. Ben on s'excuse, la Côte-Nord, là, c'est particulier. Et c'est pour ça que, présentement, on vit des difficultés, des grandes difficultés, là. Au moins, vous avez sauvé le poste de nuit à un moment donné, là, à l'urgence, à Sept-Îles, on s'en souvient. Ça a été une victoire, je pense, la Sixty-Neck, on peut le classer là, ce dossier-là. Il reste qu'il faut toujours être vigilant là-dedans, hein. Le syndicat l'a senti. Quand on parle de services de proximité, on a l'appui de la population aussi, là. Sur la place publique, c'est évident. Souvent, c'est un peu cocasse, Madame Chabot, hier, le choix du lieu, le centre des congrès, la gang des travailleurs de la construction étaient dans le même stationnement quand vous êtes arrivés là, j'imagine. Eux autres, ils étaient dans le sous-sol de l'église Saint-Joseph, juste à côté. Ça a bien à donner, hein, votre discours d'ouverture, d'ailleurs, vous l'avez donné votre appui inconditionnel. Oui, inconditionnel, parce que ça aussi, ça fait partie de la vitalité de notre société, de la vitalité de nos régions. C'est toujours des travailleurs qui arrivent à des échéances de conventions collectives avec des conditions particulières, où pour les patrons, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, il y a pas de pression, pas de rétroactivité. Puis encore une fois, ces travailleurs-là, on va leur demander d'avoir des horaires de travail qui ont aucun sens. Oui. Tout ça au nom de la flexibilité. Écoutez, déclenchement de la grève hier matin, on sent que le gouvernement a un regard très menaçant autour de leur lutte. Pour pas dire une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hier, c'était un incontournable pour nous, pour la délégation, d'aller leur dire, vous avez l'appui, on est des travailleurs de la région de l'éducation, je mets pas caisse de chantier jaune. Mais la CSQ, c'est surtout des gens du secteur public, là, des fonctionnaires. C'est rare qu'on voit un syndicat, une gang de gars de se battre pour la conciliation travail-famille. Quand même, ça a dû vous faire plaisir au syndicat de fonction publique. Oui, puis en même temps, quand on parle de main-d'œuvre, quand on parle d'emploi, faut avoir des milieux attractifs, faut être capable de retenir des emplois de compétences. Puis là, à demander des conditions comme ça, ben il y a des cris d'alarme, même si c'est un secteur qui représente majoritairement des hommes. Écoutez, ça fait partie de la réalité, les familles puis les conditions d'exercice. Moi, je pense qu'ils font une belle lutte. Les réalités changent parce que c'est un peu particulier, parce que là, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, majoritairement des femmes, dans le milieu de la construction, majoritairement des hommes. Les femmes demandent des conditions pour pouvoir rester et avoir des emplois et rester au travail. Et les hommes demandent des conditions pour concilier le travail-famille. Donc, vraiment, les réalités sont complètement en train de changer. Vous, en termes de négociation, faut s'ajuster dans tout ça. Écoutez, conciliation famille-travail, là, ça fait 20 ans qu'on le revendique. Le gouvernement a pas bougé encore sur cette question-là. On est en 2017. Puis maintenant, même si c'est encore une réalité qui repose beaucoup sur les épaules des femmes, mais les travailleurs, même les hommes, revendiquent qu'ils ont le droit à des conditions qui leur permettent pour vrai que la famille compte aussi, puis c'est important pour eux. Puis j'écoutais un jeune travailleur, quand je parle de la relève, hier dire avec cœur, écoutez, ça fait partie des choix de société, on va être obligé d'ouvrir des garderies 24 heures sur 7 pour faire en sorte qu'on réalise, qu'on nous demande des conditions pour être au travail à peu près à plein temps, ça fait pas de sens. J'étais avec un chauffeur de taxi hier qui me disait, moi j'étais dans la construction, j'ai laissé ça, mais ce qu'ils leur demandent actuellement, on retourne 40 ans en arrière, puis il y a des entreprises qui vont abuser de ça. Fait que chapeau, puis je pense qu'on doit les appuyer là-dedans, l'ensemble de la population. Trop facile pour le gouvernement de dire 48 millions, là, qu'on perd dans l'économie. Mais on va perdre quoi dans l'économie si on perd de la compétence, si on perd des emplois?
Puis s'il y a plus de monde qui veut faire ces jobs-là. La CSQ est aussi très présente dans le secteur de l'éducation. On va en parler aussi. Bonjour, Janine Houle, présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer. Bonjour. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'en éducation, entre autres, il me semble que c'est un secteur où on le voit bien, comment, en dehors des négociations, le travail syndical, il est important, là. Ça se passe pas juste dans un rapport de force avec le gouvernement du Québec, entre autres avec les commissions scolaires. En fin d'année comme ça, là, surtout dans un contexte où des fois la clientèle diminue, ça doit pas être facile, là, le travail d'une présidente de syndicat d'enseignement, là. Non, effectivement. On est en train de planifier l'année scolaire l'année prochaine. Exactement. Là, on vient de terminer une période de l'affectation de mutation pour les enseignants. Pour le personnel de soutien, il y a des choses qui s'en viennent d'ici la fin juin. Puis, comme mentionné, là, nous, la baisse de clientèle, là, ça a vraiment un impact direct là, sur les postes qui peuvent être offerts là, à notre monde. Ça veut dire que vos membres là, qui apprennent que leur vie va changer là, cette semaine, là, par exemple, qui est entre Port-Cartier, Sept-Îles, qui tombent en mise en dispo, qui auront moins d'ouvrages. C'est vraiment une période importante pour vous autres. Ben oui, c'est effectivement. On a des étapes, si vous voulez, dans l'affectation, là, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont précaires dans nos jeunes enseignants, puis qui vont attendre là que tous les permanents soient placés. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qui reste de tâches à offrir pour tenter de bâtir des postes qui sont relativement viables pour les offrir à ces jeunes-là, pour ce qui est des enseignants. On se rappellera l'année passée, là, on avait beaucoup de campagnes de visibilité. On a vu des marches, on a vu des cercles, là, les gens se tenaient la main, des banderoles, des signatures, on envoyait des choses aux ministres. Cette année, il me semble, dans les derniers mois, du moins, ça a été plus tranquille. Est-ce que c'est parce qu'on travaille plus à l'interne ou on trouve que les choses se sont améliorées? Ben, la première raison, j'aurais le goût de vous dire, c'est parce que les élections s'en viennent. Hein? On s'entend là-dessus. Hein? Deuxièmement, ben, on sait qu'on a eu des nouvelles argents qui sont arrivés en cours de route. C'est pour ça que ça semble, on pourrait croire finalement que la machine est repartie, mais les argents qui ont été investis ont même pas réussi à combler là, tout ce qui avait été coupé là, dans les dernières années. Pour nous, comme la commission scolaire du Fer, ça nous a permis là, d'éviter quand même le pire. Là. Ça a maintenu, pour ce qui est des enseignants, parce qu'on a les mesures probantes, là, où on a pu donner des tâches d'appui à plusieurs enseignants qui ont évité le pire. Combien de temps ces sommes-là vont être disponibles, on le sait pas. C'est toujours la même chose quand les élections approchent. Tout d'un coup, on trouve de l'argent. Mais le gros enjeu pour le moment, ça reste encore le service aux élèves en difficulté. Là, ça, c'est le combat mené jour après jour. En tant que parent, j'ai l'impression que le ministre Sébastien Proulx, quand il était de passage à Sept-Îles, semble avoir quand même une bonne écoute. Vous, de votre côté, quel est le sentiment que vous avez envers le ministre de l'Éducation présentement? Ben, c'est sûr que quand le ministre Proulx est arrivé en poste, vous comprenez qu'il y en avait plusieurs qui avaient passé avant lui. Puis déjà qu'ils mettent en place une tournée, il y avait déjà attiré notre attention puis notre respect. Mais là, ça, c'est bien qu'il ait fait cette démarche-là, mais sa politique est toujours pas sortie. Okay. On espère l'obtenir d'ici la fin juin. Mais on sent que déjà, ça prend une tangente un peu plus rigide que ce qu'ils avaient bien voulu nous laisser voir là, pendant la tournée. On va voir la vraie donne quand il va déposer sa politique, mais on pourra s'en reparler peut-être. En même temps, Proulx, c'est le grand boss, ça, qui est pas toujours accessible, mais on a apprécié qu'il est venu à Sept-Îles écouter quand même, avec les plus petits boss, là, la commission scolaire. Dis-moi, comment ça se passe? Est-ce que il y a quand même des droits de gérance, puis on gère des êtres humains, là, c'est de la ressource humaine quand même. Est-ce que ça se passe assez bien, ces étapes-là, là, en fin d'année scolaire, la planification de l'autre? Il va y avoir d'autres décisions à la rentrée, j'imagine, aussi. Les échanges demeurent positif, on se parle, on se respecte, on est capable de s'appeler puis de se parler. Mais la plus grande image que je pourrais donner, c'est que nous, on gère des besoins d'humains, d'élèves assis dans la classe, des réalités d'enseignants et de personnel de soutien qui sont épuisés parce que les ressources sont pas là pour répondre à la commande de faire réussir le plus grand nombre. Puis, ce qu'on a devant nous, on a des gens qui gèrent des colonnes de chiffres. Fait que à un moment donné, le discours, on se rejoint pas. Nous, on gère des besoins, puis eux, ils gèrent de l'argent. Alors, c'est là que ça accroche là, le plus. On fait des pressions, évidemment. On tente de démontrer qu'un élève qui a des besoins, qui est à l'école 28 heures, qu'on lui donne 12 heures de service, qu'on comprend bien que ses besoins, ils s'en vont pas quand l'intervenante ou l'accompagnateur a terminé sa journée, hein. Fait que ça fonctionne pas. Fait qu'on vit, surtout cette année, on a eu quand même un peu de neige, hein, avec les pédagogiques ont été utilisés, là, notre monde est vraiment épuisé, on s'en aperçoit, là. Puis on fait des changements au niveau du personnel de soutien. On a dit, mot pour mot, qu'on n'avait plus les moyens de se payer le luxe de faire de la prévention auprès des élèves. Donc, on demande à nos TES, par exemple, dans les écoles,
d'être des pompiers. Hein? Pompiers, ça va pas bien, je t'appelle, viens m'aider. On est là-dedans. Puis notre monde qui avait installé des choses depuis des années, puis ils sont déçus, fait que c'est démotivant, fait qu'il y a beaucoup d'épuisement là, chose on voyait pas là les dernières années. Là. Ça c'est vraiment décevant, puis c'est inquiétant aussi. Bon, ben Madame Chabot, on aurait aimé ça continuer l'entrevue puis parler aussi de la réalité de l'encadrement des professionnels au cégep, de plein d'autres sujets là, de l'élection de 2018 des services publics. Mais c'est ça, vous allez être obligé de revenir à cette île. Vous venez souvent d'abord, hein? En vacances cet été peut-être même aussi, non? On vous remercie quand même beaucoup. Un plaisir. Voilà, donc Louise Chabot, présidente de la CSQ. Ces gens-là sont réunis au centre des congrès de Sept-Îles. Janine Houle, présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer. Et Nathalie Sisnec, présidente de... Non, Nathalie Savard. Nathalie Savard. Présidente de la Sisnec, syndicat des intervenantes et intervenants en santé pour l'Est du Québec, Nord-Est du Québec. Et là, on doit faire une petite place au ministre parce que le ministre fédéral Jean-Yves Duclos est à Sept-Îles aujourd'hui. On l'a en entrevue dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Bonjour, je me nomme Paul Bouffard de Pascal Automobile. Une des raisons pour laquelle on utilise les deux stations d'attraction radio, c'est la rapidité à laquelle on peut mettre un message en ondes. On appelle le matin et l'après-midi, on est en ondes. L'autre chose, c'est que, étant donné qu'avec les deux stations, on couvre une grande variété d'âges, ça rejoint pas mal l'ensemble de notre clientèle, puis qui, elle, est éparpillée un peu partout sur le territoire de la Côte-Nord. Et c'est avec ça qu'on va les rejoindre, on pense, le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Alors, Monsieur Jean-Yves Duclos, vous êtes le deuxième ministre en peu de temps à venir nous dire que notre musée a besoin d'amour à cette île. On va commencer à vous croire. En fait, ce que vous avez annoncé ce matin, c'est une contribution du fédéral là, dans un projet global où la ville et le provincial vont participer. Exactement, parce qu'on sait qu'à quel point le musée régional de la Côte-Nord est central pour mettre en valeur notre patrimoine puis le préserver. La Côte-Nord a un patrimoine qui est riche, mais qui a besoin d'être gardé dans des conditions acceptables. L'édifice date de 1986, n'a pas eu de rénovation depuis donc plus que 30 ans. Fait que là, on a besoin, comme vous l'avez dit, d'amour et d'argent. Et ça va être fait dans les prochains mois, fait que de telle sorte que d'ici la prochaine année, on va avoir un musée qui va être en santé et capable d'appuyer la région pour de nombreuses années. Est-ce que le fait que le musée ait une vocation autochtone, de préservation, d'histoire autochtone, joue beaucoup dans la balance de l'importance d'investir pour le conserver? C'est sûr que le volet autochtone ajoute à la richesse de la communauté et du musée en particulier. C'est quelque chose qu'on veut valoriser. Puis la région de la Côte-Nord le fait déjà très bien. Fait que l'appui du gouvernement canadien va dans le même sens. Ça va faire en sorte que ça va être encore plus facile pour nos visiteurs de découvrir puis d'apprécier la richesse du patrimoine autochtone. Vous savez qu'on n'en voit pas beaucoup des ministres fédérales sur la Côte-Nord. On aime ça parce que depuis hier, on entend tomber plein de subventions là à la microbrasserie à Bécomo. Vous avez parlé des aéroports. Cet après-midi, vous allez être au Cégep. Encore le département de maintenance industrielle qui va recevoir des fonds. L'agence de pêche AMIC aussi. En plus, c'est tous des choses qui sont pas nécessairement dans votre ministère. C'est ça. On organise une tournée pour plein de monde, finalement. Oui, on en profite parce que, vous avez fait un super travail. La journée d'aujourd'hui, avec le soleil et le ciel bleu, c'est parfait. Mais indépendamment de ça, on a le souci de prendre soin de nos régions. On sait, par exemple, que la Côte-Nord et cette île en particulier, c'est à la base du développement économique de beaucoup d'autres communautés à travers le Québec et le pays. C'est important de le dire. C'est important aussi d'entendre parler des défis de notre région, des défis qui tournent beaucoup autour du transport, mais beaucoup plus que ça aussi, là. Donc, aéroport,
aéroports, ports, infrastructures routières. Le gouvernement canadien, le nouveau gouvernement canadien a un programme très ambitieux d'investissement dans les infrastructures au cours des 11 prochaines années. On est au tout début de ce programme-là, fait qu'on a le goût de savoir où sont les besoins, puis où sont les énergies pour combler ces besoins, puis c'est en plein pour ça que je suis ici ces jours-ci. Quand vous allez retourner, est-ce que vous allez parler un peu de notre route 138, là? On le sait, on attend depuis plusieurs décennies. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez ramener à vos collègues et de parler de l'importance d'investir dans la finalité de cette route 138? J'ai la chance cet après-midi de rencontrer les membres du conseil de ville de Sept-Îles, entre autres le maire, et je sais que à l'ordre du jour figure exactement cette question-là, la question de la route 138. J'ai hâte d'entendre parler de ça, puis d'apprendre davantage sur les détails pour pouvoir faire ma job et notre job comme gouvernement canadien pour ensuite investir le mieux possible dans la région au cours des prochaines années. Les infrastructures ici qui appartiennent au gouvernement du Canada, là, c'est beaucoup des ports et des aéroports, hein, même si celui de Sept-Îles a été cédé à une administration locale. Hier, vous en avez parlé justement des aéroports régionaux. Il y avait 41 millions de dollars. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y a quand même beaucoup de besoins là pour la sécurité, entre autres, dans les aéroports, la modernité aussi. À Baie-Comeau, où j'étais hier, là, on a annoncé 6 millions sur un investissement total à l'échelle du pays de 42 millions. Fait que Baie-Comeau est allé chercher 6 sur 42, ce qui est très bien, mais c'est aussi très important parce qu'à Baie-Comeau, leur aéroport n'a pas été rénové depuis à peu près une quarantaine d'années. C'est encore très sécuritaire, c'est pas ça le problème, mais on veut que ça reste sécuritaire encore pour très longtemps. Fait qu'ils vont faire toute leur infrastructure là, de la piste qui s'appelle 10-28, là, où les avions atterrissent et décollent. Ils vont faire une partie du bâtiment aussi. Pour Baie-Comeau, c'est un gros projet. C'est quelque chose qui va les aider là au cours des prochaines années. On sait que sur la question des ports, il y a aussi des ambitions importantes à Baie-Comeau. J'ai eu la chance hier d'entendre beaucoup de leaders de la communauté m'en parler. Et aujourd'hui, c'est à Sept-Îles que ça se passe. J'ai hâte de continuer de faire mon travail d'écoute. Vous savez que Tommy parlait de la route 138, le prolongement. Là, on la veut parce qu'il y a des communautés qui sont encore isolées, hein, qui n'ont pas de route. Les ports, les aéroports, ça devient très important. En plus, il y a le ministère des Pêches et des Océans qui gère leur vie économique dans ces villages-là. Là. Est-ce que finalement, il y a eu quand même de l'abandon, là, je pense à plusieurs petits ports de mer en Basse-Côte et tout ça. Est-ce que le fédéral va regarder pour des investissements majeurs dans ces communautés-là? De très bonnes nouvelles dans le dernier budget de mars 2017. On a annoncé qu'au cours des 11 prochaines années, il y allait avoir 10 milliards justement pour développer ce qu'on appelle les corridors de commerce qui vont faire particulièrement favoriser les régions comme celle de la Côte-Nord qui ont besoin d'envoyer leurs produits à l'extérieur. Donc, port, aéroport, réseau routier, ça fait partie de ce qu'on appelle les corridors de commerce. Là. Donc là, on a hâte de voir avec le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec, évidemment, fait toujours partie de l'équation quand on parle d'investissement en infrastructure. Mais la région a un rôle de leadership à jouer aussi. Hier, c'est ce que je disais à Baie-Comeau, puis c'est ce que je répète à nouveau à Sept-Îles. Quand les communautés comme celle de Baie-Comeau et de Sept-Îles et de la Côte-Nord s'organisent pour travailler ensemble, les chances de succès sont beaucoup plus importantes. Alors, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble au cours des prochaines années. Il y aura de très belles opportunités, comme je le disais, autour des infrastructures en transport. Il y aura aussi d'autres opportunités autour de ce qu'on appelle les infrastructures pour les régions plus éloignées des grands centres. Il y a 2 milliards spécialement dédiés dans le budget de mars 2017 pour ça. Peut-être la Côte-Nord est bien placée pour en profiter. C'est quoi le corridor de communication, Monsieur Duclos? Je suis sûr que les maires vont vous en parler, là, parce qu'au provincial, c'est clair, on a un ministre responsable de la Côte-Nord, il vient souvent dans la région. Depuis que votre gouvernement Trudeau est en poste, c'est la première fois qu'on voit un ministre là, du gouvernement fédéral sur la Côte-Nord. Est-ce qu'il y en a une responsabilité? Là, les gens vont vous passer plein de messages, finalement, qui s'adressent à d'autres ministres, là, pas nécessairement à votre ministère à vous, là. C'est un travail d'équipe. Hein. Moi, je viens comme ministre du gouvernement canadien. C'est sûr que ma responsabilité, c'est plus pour les familles, les enfants, le développement social, le logement, les services aux aînés, les services de garde. On est en train de négocier quelque chose de très intéressant avec le gouvernement du Québec pour améliorer le financement et la qualité des services de garde au Québec et ailleurs au pays. Donc, c'est ça que je fais à tous les jours. Mais en plus de ça, comme député du Québec, j'ai aussi comme responsabilité d'apporter à Ottawa les défis puis les opportunités de l'ensemble de la province. Il n'y a pas au fédéral de ministres de Vancouver, de Toronto ou de Winnipeg ou
ou de cette île, mais il y a des députés dans leur circonscription, puis il y en a ici, évidemment, même à Manicouagan, puis il y a des ministres ailleurs et des députés ailleurs qui sont là pour faire leur travail, de faire en sorte que notre région de la Côte-Nord puisse profiter pleinement des investissements du gouvernement canadien. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est défavorisé quand notre députée est dans l'opposition là, du Bloc québécois, puis qu'elle fait surtout des critiques au gouvernement, plutôt que de porter finalement les dossiers, les demandes, là? Ben ça, c'est la démocratie qui décide qui est élu comme député. Moi, comme membre du gouvernement, j'ai le souci de travailler pour l'ensemble du pays, puis l'ensemble du Québec. Et c'est pour ça que je suis ici. Puis si on me réinvite, je vais revenir, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Un plaisir, merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Grande liquidation de fermeture chez Spin Sport et Plein Air de Place de Ville. Tout est réduit en magasin avec des rabais allant jusqu'à 80%. De la marchandise à 5, 10, 15 et 20 $. Tout doit sortir. Mais faites vite, il vous reste seulement quelques jours pour en profiter. Fermeture dimanche le 28 mai à 17h. Spin Sport et Plein Air de Place de Ville. Là, c'est vrai. C'est vraiment la fin. Éclairage DG doit tout liquider avant le 1er juillet. Nous serons spécialement ouverts ce samedi et dimanche de midi à 16h. Grande vente finale avec des rabais incroyables. C'est votre dernière chance pour vous procurer de beaux luminaires, des lampes, des ampoules, des accessoires de décoration et ce, à moindre coût. Éclairage DG, situé au 406 rue Brochu. Grande vente finale chez Éclairage DG. Tout doit partir avant le 1er juillet. Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Ben, on va poursuivre dans le domaine de la culture, puisque le ministre, c'était au musée régional ce matin qu'il était présent, donc le ministre Jean-Yves Duclos. On va parler de l'entente culturelle à la ville de Sept-Îles. Le conseil en a parlé lundi dernier. On est en bonne voie de la renouveler, cette entente, qui est très spéciale, hein, puisqu'elle implique une compagnie privée, l'Aluminerie Alouette. Exactement. Dans le fond, c'est tripartite, là, cette entente-là. Il y a la ville de Sept-Îles, il y a l'Aluminerie Alouette et il y a également le ministère de la Culture du Québec. Donc, c'est important, là, ces trois personnes-là déposent des sommes pour des projets en culture ici même à Sept-Îles. Et pour en parler, on rejoint au bout du fil Madame Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère à la ville de Sept-Îles, responsable du dossier de la culture. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Tommy, je suis pas seule aujourd'hui. Vous êtes avec Madame Guimont, je crois. Exactement, et Pascal Malenfant, l'agente culturelle. Donc, Marie-Claude Guimont, qui est représentante de l'Aluminerie Alouette, et Pascal Malenfant, qui est agente culturelle à la ville de Sept-Îles. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, je commencerai peut-être avec Madame Johnson, à savoir lundi, on a annoncé que du côté de la ville de Sept-Îles, on voulait renouveler cette entente, mais on n'a pas ratifié officiellement. Ça sera fait plus tard. Ça va être fait plus tard, justement. On a fait des démarches en début d'avril. Aluminerie Alouette, le ministère est venu nous rencontrer pour nous offrir une nouvelle mouture d'une certaine façon. Il y a des argents qui nous étaient proposés pour qu'on renouvelle à ce moment-ci ou très bientôt l'entente culturelle si les trois parties, eux autres l'étaient, le ministère l'était, si les parties étaient tous intéressés à poursuivre. Alors, voilà, nous avons donc parlé, et Marie-Claude qui pourra vous le dire tout à l'heure, Marie-Claude Guimont a donc parlé à Aluminerie Alouette pour voir leur intérêt. Moi, j'ai parlé avec M. le maire et les membres du conseil, et on était tous d'accord qu'on pouvait additionner un montant d'argent à l'entente. C'est 3 ans, et la résolution dit 140 000 $ au lieu de 100 000 comme il y a 3 ans. Donc, 140 000 $ du côté de la ville de Sept-Îles, 60 000 $ du côté de l'Aluminerie Alouette et 200 000 $ du côté du ministère de la Culture pour un total de 400 000 $ pour les 3 prochaines années. Pourquoi 3 ans? Pourquoi pas plus court? Pourquoi pas plus long? Parce que je suis bien contente que ce soit 3 ans, parce que le ministère avait baissé son nombre d'années à un moment donné à 2 ans. Et les 2 années, là, ça va vite. Des fois, on dit que le temps c'est long, mais
C'est trop vite, 2 ans. Moi, Tommy, je vous dis que 3 ans, c'est assez idéal pour l'instant. Okay. Je prendrais 5 ans, puis si le ministère se propose dans 5 ans, on verra bien. Je continuerai avec Madame Guimond d'Aluminerie Alouette. L'aluminerie est présente dans cette entente culturelle-là depuis le début. Pourquoi s'impliquer en culture avec ces gens, ces 3 partenaires? D'une part, on est très fiers d'avoir été précurseurs d'une première entente. Vous savez, ce type d'entente-là, au Québec, on était les premiers à avoir une entente tripartite. Chez Alouette, on est convaincus que la culture, ça l'amène beaucoup à la vitalité du milieu. Puis l'expérience nous a démontré que l'entente culturelle, c'est le bon levier ou c'est un bon levier pour faire ça. Puis on est fiers, on est contents. On a appris aussi au fil du temps. Fait que on parle d'ententes qui sont renouvelées, mais qui sont renouvelées aussi en termes d'expérience. Je pense qu'on fait de mieux en mieux et qu'on a de plus en plus d'impact dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça qu'on était fiers de renouveler encore une fois cette année, puis on est content aussi de pouvoir s'y impliquer activement. On est présentement dans une rencontre sur l'entente culturelle. Vous allez me dire, Madame Guimond, cette semaine, là, en présence de la ministre David au Cégep de Sept-Îles, on nous a rappelé comment c'était exceptionnel qu'on ait un pavillon Alouette, qu'une compagnie privée ait investi comme ça dans l'éducation supérieure. Là, l'entente culturelle, c'était aussi une première, c'est probablement encore quelque chose d'exceptionnel au Québec. Est-ce que c'est une volonté, d'Alouette, de toujours innover comme ça? Je pense qu'Alouette est effectivement une entreprise innovante, mais la volonté de départ, puis la volonté qui reste et qui est forte, c'est d'être présente activement dans le milieu, puis de répondre aux besoins de la communauté dans une perspective structurante. Fait que je pense que dans tous les cas, on est à l'écoute et les places où on est présent, ça répond des besoins. Comment ça fonctionne l'entente culturelle, c'est qu'on prépare un petit dossier, on dépose ça aux gens de l'entente culturelle et c'est un maximum de 5 000 $ qui peut être remis par projet. Est-ce que Aluminerie Alouette est présente dans le processus de sélection? Être présent activement, c'est ça aussi, c'est être présent au niveau du processus de sélection. Il y a un comité de gestion, donc on fait partie de l'équipe qui va juger, regarder, évaluer les dossiers et définitivement qu'on est présent à chacune des étapes. Pas dans les spécificités, pas dans les détails, mais dans les grandes étapes, oui. Pascal Malenfant, agente culturelle du côté de la ville de Sept-Îles. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples, peut-être dans les dernières années, 2-3 dernières années, là, depuis le début, des exemples de projets qui ont été réalisés ou aidés, facilités grâce à l'entente culturelle. Tommy, t'en as parlé brièvement. T'as dit on dépose un projet au comité de l'entente de développement culturel. Ça, ce n'est qu'un volet de l'entente de développement culturel. C'est le fonds de développement culturel, donc pour soutenir les actions innovantes du milieu. Et puis, on en connaît plusieurs. Là. Il y a eu la première édition du Festival des Hivernants qui a été soutenue grâce à ça. Sept-Îles-en-Mont qui a été soutenu grâce à ça. Puis plein d'autres, là, vraiment. Mais par contre, on soutient et on met sur pied de grandes choses aussi. Et le symposium de sculpture en est un très bon exemple. OK. Donc, ça, c'est vraiment des exemples concrets et tu m'ouvres un petit peu la porte, là. On le sait, la culture, les arts, les œuvres d'art, c'est très subjectif, hein. Chacun, il trouve son compte, on observe ça chacun avec notre œil. Des fois, ça fait pas l'affaire de tout le monde et les sculptures à l'entrée de la ville ont eu beaucoup de critiques. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, là, quand on voit, ben là, c'est ça, c'est notre argent qui sert à des choses qui sont pas belles ou qui servent à rien? C'est un choix de société, tu sais. On a des sous qui vont dans plusieurs sphères. On a des sous qui vont pour l'entretien des rues. On a des sous qui vont pour nos infrastructures sportives. On a des sous qui vont pour nos infrastructures culturelles aussi, et ça en fait partie, là. C'est un choix de société qu'on fait en tant que municipalité, puis en tant que citoyen aussi. Est-ce qu'on a des statistiques, Pascal, depuis le début de l'existence de l'entente culturelle? Là, il y en a quand même eu une tonne de projets quand même. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et beaucoup d'initiatives qui n'auraient pas existé sans l'entente culturelle. Il y a beaucoup de projets qui ont été soutenus là par l'entente de développement culturel. Là, il y a des artistes aussi. La particularité de notre entente tripartite, c'est qu'on peut donner des bourses directement à des artistes. Et ça, du côté d'Alouette, là, c'est vraiment le fun. Il y a Christine Lebel qui a fait un très beau projet là qui s'appelait Semer des sourires. Ah, avec ses biscuits. Oui, ça, c'est le genre d'initiative qui se ferait probablement pas si on n'était pas capable d'offrir un soutien aux artistes. Et ça, c'est un exemple de parce que quand on parle d'entente culturelle, d'œuvres d'art, on pense souvent à des sculptures, à des peintures, à des projets. Mais il y a des choses que parfois c'est du culturel, mais on le voit un peu moins passer. Comme par exemple, je crois que les ligues d'improvisation, qui est du culturel, ont bénéficié de certains argents de l'entente culturelle. Dernièrement, la mise sur pied de la Grippe, la nouvelle ligue d'improvisation
d'improvisation jeunesse, c'en est un très bon exemple. Il y a eu des projets aussi du côté de la salle de spectacle, des projets de première partie dans les dernières années. Il y a eu les transmetteurs culturels qu'il y avait à la salle de spectacle, qui était un projet qui avait été soutenu par l'entente de développement culturel, et c'est un projet que l'équipe de la salle de spectacle aurait pas pu mettre sur pied s'il n'y avait pas eu le soutien là, du côté de l'entente. Quel élément essentiel on se doit d'avoir pour bénéficier de l'entente culturelle? Faut que ça soit fait sur le territoire de la ville de Sept-Îles? Faut être un résident de Sept-Îles? C'est quoi peut-être un ou deux éléments essentiels là, pour bénéficier de ça? En fait, l'entente est offerte aux organismes sans but lucratif et aux artistes et aux écoles sous certaines réserves du territoire de la ville de Sept-Îles pour mettre en place des initiatives culturelles innovantes. Donc, c'est très important de faire la distinction. C'est pas un budget au fonctionnement. On va pas soutenir une organisation pour faire ce qu'il fait tout le temps. C'est vraiment pour apporter de nouvelles choses et de nouveaux projets. Madame Johnson, on avait l'annonce ce matin du ministre Duclos pour les fonds pour le musée régional de la Côte-Nord pour boucler le financement pour les rénovations. On parle d'entente culturelle. Est-ce que la ville de Sept-Îles est culturelle? Bien sûr que la ville de Sept-Îles est culturelle. Elle est aussi sportive, elle est aussi économique. Chacun y trouve son compte. Bien, c'est important. Les citoyens ont des intérêts divers. Faut y répondre, ça fait partie de... Ça fait partie de l'ensemble des besoins et des intérêts des citoyens de la ville de Sept-Îles. Je vous souhaite une belle réunion à vous trois. Est-ce qu'on a une petite idée là de quand tout sera fignolé? Ça va être cet été, là, durant une des réunions du conseil là, de cet été. Nous, notre comité de gestion va se rencontrer cet été certainement. Et dès que le ministère nous avise que le 200 000 $, qui est le total de ce que la ville de Sept-Îles et Aluminerie Alouette déposent dans cette entente, dès que c'est autorisé par le ministre, M. Fortin, nous, on va faire la signature, on va procéder avec la signature, j'espère que vous serez là. On attendra cette annonce-là avec beaucoup d'intérêt. Dites-moi, Mme Johnson, le ministre Duclos, le ministre fédéral, ce matin, vous n'avez pas essayé de l'embarquer? Mettons, ce serait une entente à 4 puis qu'il y aurait 100 000 de plus par année, mettons, non? Vous avez des bien bonnes idées, M. Saint-Pierre. ça pourra lui être posé. Il est encore ici. On va inviter Mme Joly, que c'est son ministère. Ouais, c'est ça. Vous voulez juste voir Mme Joly. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup à vous trois. Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère responsable de la culture à la ville de Sept-Îles. Marie-Claude Guimont, représentante d'Aluminerie Alouette. Et Pascal Malenfant, agente culturelle à la ville de Sept-Îles. Bonjour. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Parole de vrai mangeur. Moi, les crevettes, m'attannent pas. Pour ses 50 ans, Mike's vous offre les crevettes de Matane, du Pacifique et de l'Argentine dans vos plats Mike's préférés. Essayez-les pour un temps limité. Toujours Mike's. Passez vos prochaines vacances en VR, c'est possible. Grâce au centre du VR du 1697 Boulevard L'Art. Nous liquidons présentement les modèles 2015-2016. Venez voir notre grand inventaire, autant dans le neuf que l'usager. Les modèles 2018 sont aussi nouvellement arrivés. Nous offrons jusqu'à 2000 $ de plus que la concurrence sur les échanges. Nous avons aussi un vaste choix de pièces, en plus d'un 10% de rabais sur les produits d'entretien, et ce jusqu'à la fête des pères. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et maintenant les samedis de 8h30 à 15h. Et on offre le financement sur place. Au centre du VR, 1697 Boulevard L'Art. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette. Votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles. Au 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. On va parler à cette chronique assurance aujourd'hui avec notre expert Guy Duchesne des petites réclamations. On est toujours embêté des fois pour des petits montants de réclamer ou pas à nos assureurs. Guy Duchesne, bonjour. Allô, Jean? Il y a effectivement des fois où on hésite. Il y a toujours une question déductible et d'autres réflexions qu'on doit faire avant de faire une petite réclamation.
Effectivement, c'est bon de nous contacter avant de viser directement l'assureur pour discuter de l'impact possible d'une réclamation sur notre dossier. Régulièrement, on se fait poser la question, mon pare-brise est cassé, ça c'est le classique, est-ce que je dois réclamer? Ou j'ai eu un petit dégât d'eau à la maison, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait voler un manteau d'hiver dans l'auto, l'auto est pas endommagée, c'est seulement mon manteau qui est volé, qu'est-ce que je fais? C'est difficile pour nous, en tant que courtier, de dire à nos gens qui sont assurés, ne réclamez pas, mais on aime bien les conseiller quand même. Donc, lorsqu'il arrive un événement, les gens ont tendance à vouloir réclamer immédiatement, c'est normal, c'est un réflexe, et la question se pose pas lorsque c'est une grosse réclamation ou ça implique plusieurs milliers de dollars. Par contre, dans les petites, je pense qu'il faut y réfléchir, puis peser les pour et les contre. Donc, si je prends l'exemple du pare-brise, une réparation de pare-brise comme telle, seulement une petite égratignure qui est réparée, normalement, les assureurs n'en tiennent pas compte et ça n'aura pas d'impact normalement, je dis bien normalement, au renouvellement de votre contrat d'assurance. Par contre, le remplacement, lui, va avoir un impact si vous décidez de demander des soumissions, par exemple, à un autre assureur ou au prochain renouvellement, ça peut avoir un impact sur votre contrat d'assurance. C'est une réclamation. Donc, si c'est votre premier cas, qu'il n'y en a pas eu d'autres, qu'il n'y a pas d'autres réclamations, vous pouvez toujours décider de réclamer, mais il faut toujours penser à l'avenir. Si vous êtes régulièrement sur la route, je vais donner mon exemple, où je fais plus de 45 000 km par année, je ne réclame pas pour un pare-brise, parce que je sais que je vais en endommager à chaque année, et si je me mets à réclamer à chaque année un pare-brise, mais ça me fait une réclamation à mon dossier, et au bout de 2-3 ans, mais mon dossier va devenir intolérable un petit peu pour l'assureur. Oui, il y a toujours une réflexion à faire, donc il n'y a pas un montant fixe, là, à un moment donné, quand ça pogne le 1000, les 3 chiffres, là, on peut se dire on va réclamer, là. Ben, il n'y a pas de montant fixe. Je dirais qu'il faut le gérer en fonction de la capacité de chacun des individus à payer le dommage qui lui a été causé. Et en fonction également de nos franchises. Si on a un dommage de $600, $700 et qu'on a une franchise de 500 à notre contrat, ben, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de réclamer pour 100 ou 200 dollars si on est capable de l'absorber. Je pense que à ce moment-là, c'est plus avantageux de le faire parce que les assureurs, après, lorsqu'il arrive un renouvellement, s'il y a eu des réclamations, mais ils peuvent augmenter la tarification. Pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Donc, c'est important de le vérifier. Même chose lorsqu'il arrive un petit dégât d'eau à la maison ou un vol, si le dommage est vraiment minime et qu'on est capable de l'absorber, de récupérer l'eau nous-mêmes, d'en faire l'assèchement, puis peut-être de faire passer un spécialiste ensuite pour s'assurer que l'assèchement et la désinfection a été faite comme il faut. Lorsqu'on parle vraiment d'un petit dédommage, ben le spécialiste va vous confirmer que tout est beau, tout est correct, tout est asséché et vous évitez à ce moment-là d'avoir une réclamation à votre dossier d'assurance. Oui, je pense que la meilleure chose, c'est de prendre conseil justement auprès de son assureur. Il n'y a pas de formule mathématique. On n'est pas capable non plus de nous dire l'impact là à moyen terme sur nos paiements, nos primes à venir. Hein? Non, ben ça dépend toujours du dossier de chacun. Ouais. Du dossier de chacun, c'est très individuel. Ça dépend de l'assureur également. Ça dépend aussi s'il va y en avoir d'autres. Je peux vous donner un exemple d'une personne qui avait réclamé pour 3 pare-brise en 2 ans et qu'ensuite, il est arrivé une vraie réclamation, ce que j'appelle une vraie réclamation. Il y a eu un dommage à un accident qui avait plus de 5 000 $ de dommages. Ben, lorsqu'il est arrivé au renouvellement, c'était plus 3 pare-brise, là, c'était rendu 4 réclamations qui avaient été ouvertes en 2 ans ou 3 ans. Là, je me rappelle pas du délai précis, mais ça avait un impact très, très important sur sa tarification. Donc, faut pas oublier que l'assurance est vraiment là pour des réclamations qu'on n'est pas capable d'absorber et pour une situation grave. Donc, si on est capable d'éviter une petite réclamation mineure, on a tout avantage à le faire. La responsabilité lors d'un accident, par exemple, là, avant ça, c'était toujours relativement important de qui est responsable de l'impact. Maintenant, on est assuré des deux bords, comme on dit, ça n'a plus la même importance, ça. Ben, la responsabilité, on en tient compte, sauf qu'il n'y a plus de poursuite entre les parties. Donc, lorsqu'il y a un accident entre 2 véhicules au Québec, les assureurs ne se poursuivent plus en tout. Donc, on réclame directement à notre assureur. Ce qui fait que même si on a des réclamations non responsables, notre assureur peut nous donner une augmentation de tarification parce que c'est toujours notre assureur qui paye. En temps normal, les réclamations non responsables, s'il y en a seulement une, on n'en tiendra pas compte. Et si une personne est badlockée et accumule 3 réclamations non responsables dans un an, vous pouvez être certain que vous allez avoir une augmentation d'assurance, même si vous n'avez pas été tenu responsable des accidents. Vous avez quand même un rôle embêtant hein, dans ce temps-là, quand on parle de petites réclamations. Là, souvent, on a le réflexe tout de suite d'appeler notre assureur, on va faire une réclamation, on a un bris, on a un dégât, on a quelque chose, mais il faut réfléchir avant, là, avec son assureur, c'est peut-être la meilleure façon. On est là pour vous conseiller comme il faut. Il y a des fois aussi, lors du renouvellement, des petits trucs qu'on peut apporter. On peut, si la personne le désire, augmenter la franchise. Au lieu de mettre une franchise de 250 ou 300, on peut mettre une franchise de 500. Si la personne est capable, on peut mettre une franchise de 1000. À ce moment-là, c'est une réduction de prime.
Donc, tant que vous n'avez pas de réclamation, vous bénéficiez d'une réduction de prime. Puis au bout de quelques années, la différence entre la franchise de 500 et 300, par exemple, elle vient s'annuler parce qu'on l'a payé moins cher en prime. Et la notion de pardon dans tout ça, ça va varier beaucoup d'une police à une autre. On entend souvent la publicité là, sur les pardons, entre autres lors d'un accident d'automobile. Hein? Effectivement, ça, c'est des promotions que certains assureurs mettent en place, qu'on a présentement également avec Intec Assurance. C'est un avantage, une protection qu'on peut prendre à notre dossier, la protection du dossier bon conduite qu'on appelle, qui va annuler une augmentation de prime suite à une réclamation responsable. Bon, et il y a des limites à ça comme à bien d'autres choses. Hein? J'imagine qu'encore là, on prend conseil auprès de son assureur. Ça nous fait plaisir toujours, Jean. Les gens peuvent nous contacter au 962-6916. Eh bien, Guy Duchesne, expert de Accès Conseil, un gros merci pour cette chronique assurance. Merci, Jean. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous-les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Voilà donc ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger co-animaient cette émission d'actualité d'affaires publiques. Une semaine un peu spéciale avec deux visites ministérielles. Deux visites ministérielles dans la même semaine à cette île. Avec une journée en moins en plus. Hey, je m'excuse pour mon absence des 2 dernières semaines et je vous mettrai toutes les émissions là, des dernières semaines. Je me mettrai à jour dans les prochains jours là, pour ce qui est de nos éditions web sur notre page Facebook de nos émissions Côte-Nord Attitude. En plus de faire ton retour à Côte-Nord Attitude cette semaine, tu faisais aussi ton retour à Cogeco. Qu'est-ce qu'on va écouter? Entre autres, une entrevue avec le ministre Duclos, quoi? Ça va aller probablement la semaine prochaine. Mais là, on a parlé là des changements au système de chauffage du côté du cégep de cette île. On est revenu également là, sur l'entente sur la convention collective d'ArcelorMittal. Voilà pour l'émission branchée. C'est comme ça. Non, connecté. T'étais proche, par exemple. Connecté sur cette île à prendre au 555 à TV Cogeco. Au revoir tout le monde.